Donc la direction générale l'énergie-climat est une direction de conception récente, plutôt innovante au plan international. Elle a été créée il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, avec l'idée que pour bien traiter des sujets climatiques, il fallait impérativement s'intéresser aux questions d'énergie ou d'usage de l'énergie. Et c'était relativement innovant à l'époque. On a depuis lors été suivi par un certain nombre de collègues dans des pays européens notamment, je pense aux Anglais en particulier, mais également dans d'autres pays. On est une direction qui traite à la fois des sujets énergétiques sous toute l'énergie confondue, moyens de production d'énergie ou sources d'énergie. On s'occupe également des usages de l'énergie qui sont essentiels pour les émissions de CO2, typiquement les transports. On s'occupe dans cette maison-là de la question essentielle de la réglementation des véhicules, qui sont évidemment un des émetteurs de CO2 tout à fait important. On s'occupe avec une autre direction générale de l'aspect qualité des constructions, des bâtiments, là aussi qui est une source d'émissions de CO2 qui est tout à fait notable. On s'occupe du secteur industriel et évidemment on s'occupe du secteur énergétique. Donc on a en notre sein un certain nombre d'experts techniques des secteurs qui font ou ne font pas le problème ou la solution au problème, qui sont là-dessus. Et je rajoute qu'on a embarqué dans les sujets qu'on traite un autre sujet dont on ne parle pas toujours, mais qui est extrêmement important, qui est le sujet de la qualité de l'air. Et quand on parle CO2, quand on parle qualité de l'air, il y a des liens, parfois ça joue dans le même sens, parfois aussi plus fréquemment. Et c'est une découverte pour nous, ça joue en opposition, et ça fait partie des sujets qu'on a eu à traiter dans nos 2 ans et demi d'existence. Alors, des outils, il y en a plein. En tout cas, en France, il y en a plein qui prennent des formes très différentes. C'est toujours un peu compliqué de comprendre l'architecture d'ensemble et la cohérence d'ensemble. Il y a des outils qui aident au financement initial des projets vertueux en CO2, typiquement les crédits d'impôt que l'on donne pour des projets de rénovation de bâtiments, etc. Font partie des objets qui aident pour amorcer un projet en trésorerie. Il y a des outils, par exemple les tarifs de rachat d'énergie renouvelable, qui sont d'un autre type. Là, ça aide au fonctionnement d'un projet. On a des outils un peu mixtes, genre bonus-malus. Il y a aussi des taxes qui existent. Et donc, il y a une variété d'outils qui permettent d'agir à chaque fois dans le même objectif, qu'il faut savoir adapter. Il y a des appels d'offres aussi, de temps en temps, adaptés à ce que l'on cherche à faire. Par exemple, des tarifs ou les crédits d'impôt, c'est des outils qui vont bien pour faire des choses en grande masse, traiter beaucoup de gens, beaucoup de projets. Quand vous faites un appel d'offres, vous ne pouvez pas traiter 100 000 propositions. Il faut nécessairement que ce soit des gros objets. Et donc tout ça doit être est très complet, très complexe aussi, je dois le dire, mais est nécessaire pour arriver à gérer chacun des problèmes un par un qui a sa spécificité. Si j'avais à faire un résumé pour parler argent, un peu vulgairement, on a pas loin en outils divers et variés, que ce soit décrit sous la forme budgétaire ou sous une forme de tarifs, les tarifs d'énergie renouvelable par exemple. La somme de ces dispositifs-là, c'est de l'ordre actuellement de 5-6 milliards d'euros par an. Alors, là on parle d'ambition pour l'avenir, je pense qu'il y a peut-être une première remarque, c'est que au risque d'être modeste, la France est dans une relativement bonne situation aujourd'hui par rapport à la plupart des pays industrialisés, vous parliez de l'Allemagne, y compris l'Allemagne, et ce sur tous les plans. Pour le premier paramètre qui vient à l'esprit, c'est le CO2. CO2, on est à peu près à 8 tonnes de CO2 par habitant et par an, c'est déjà 20-30% en dessous de tous nos voisins européens, très largement en dessous de la moyenne européenne, et je cite ce chiffre de moins 20, moins 30 par rapport aux autres, simplement en rappelant que l'objectif européen, c'est de faire 20 à 30% d'efforts. De plus, la France aurait pu se contenter de dire, nous c'est fait et on attend. Parce qu'on croit que cet effort a un sens, est un investissement important et a un sens pour l'avenir, y compris pour le 2050, c'est pour ça que la France a choisi de continuer à pousser et de faire elle-même sa part d'avancée. On a des objectifs qui vont au-delà du 20% au niveau français. Le Grenelle nous amène à entre 23 et 25%, quel que soit le paramètre considéré, que ce soit CO2, efficacité énergétique ou énergie renouvelable.
Donc on a vraiment fait le choix de non seulement d'être bien positionné, ça c'est des décisions historiques, mais de continuer à faire la course en tête, et encore une fois, pour des raisons d'intérêt bien compris à terme de nos économies. Mais il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Dans une politique énergétique, il faut aussi se préoccuper de prix. Il faut aussi se préoccuper de sécurité d'approvisionnement. Et là-dessus, là aussi, la France est globalement en bonne position. Sur la sécurité d'approvisionnement, à titre d'exemple, il y a un chiffre qui est très marquant, qui m'a marqué quand je suis arrivé dans ces fonctions. La France dépend des énergies fossiles, qu'elle n'a pas sur son territoire. Elle ne dépend qu'à 50% de son énergie des énergies fossiles. Le même chiffre au niveau européen, c'est 80% de dépendance. Le même chiffre au niveau monde, c'est 90% de dépendance. Et puis il y a sur plein d'autres paramètres de la sécurité d'approvisionnement qui est toujours dur à mesurer. On est en bonne position, par exemple sur le gaz. Il y a beaucoup de pays qui sont dépendants d'une ou deux sources maximum. Nous, on doit en réalité dépendre de 5-6 sources, et j'en oublie certainement. Notre plus gros fournisseur, qui doit d'ailleurs être la Norvège actuellement, doit être au voisinage de 20%. On dépend à 15% de la Russie. Je ne dis pas qu'on serait confortable à en perdre un, mais on est nettement plus à l'aise que bien d'autres. Et ça, c'est un choix, et c'est un impératif fixé par les pouvoirs publics aux boîtes, à nos grandes boîtes qui portent des obligations de service public. Et puis sur le prix, même chose. Alors autant sur pétrole et gaz, bon là on est dans un marché qui est assez nettement mondialisé, donc les prix se comparent d'un pays à l'autre. Sur l'électricité, on a une électricité qui sort à moins 20, moins 30% par rapport à nos voisins européens. Si je la compare à l'Allemagne, vous payez votre électricité 120 € du mégawattheure, l'Allemagne doit la payer à plus de 230 € du mégawattheure. Donc on parle CO2, il faut toujours parler CO2. Un de mes enjeux à moi, c'est que pour avoir une politique énergie-climat, il faut aussi parler des deux autres sujets qui sont extrêmement importants. Le CO2 est une chose, mais si un jour vous avez un blackout électrique important dans le pays, vous aurez beau dire que tout ça a été fait dans un autre objectif, il faut savoir répondre à la question, il faut l'éviter. Le jour où vous avez un problème de prix, il faut aussi avoir des réponses construites au sujet. Donc voilà ce que je veux dire. Sur l'après 2020, le 2020 est balisé, et le Grenelle l'a balisé de manière plus ambitieuse que l'objectif européen. On a quelques difficultés, des réglages à faire. On est en train d'en faire un sur le photovoltaïque par exemple, mais en gardant l'ambition. L'ambition, elle n'a pas bougé. Elle est toujours de faire ce qu'on a affiché au final et d'avoir 23%, peut-être plus d'ailleurs, d'énergie renouvelable à terme. Sur la suite, l'objectif de division par 4, peut-être une remarque, on en parle moins. J'ai d'ailleurs été frappé qu'on parle peu de Cancun, qui s'est produit il y a un ou deux mois. Maintenant, en réalité, il y a eu beaucoup d'avancées à Cancun. Alors c'est évidemment pas le happening final, on en est encore probablement loin, mais il y a eu de fortes avancées à Cancun, et notamment une avancée majeure qui est que les pays se mettent dans la posture de préparer l'après-Kyoto. C'est pas loin, l'après-Kyoto, c'est début 2013, de préparer sans qu'il y ait de trou entre le dispositif actuel qui est sous protocole de Kyoto et la suite. Ça, c'est une avancée majeure qui nous contraint, ça veut dire qu'on va y arriver, mais qui est extrêmement importante. Sur le facteur 4, je voulais juste dire qu'au-delà du fait que ça, c'est le facteur 4 et le facteur 2 à l'échelle mondiale, ensemble des pays, sont des sujets qui ont été conclus et avalisés à Copenhague et évidemment repris à Cancun. Le facteur 4, c'est sa déclinaison pour les pays développés. La France doit être un des rares pays développés à avoir ça dans sa loi. On l'a dit une première fois au moment, et très anciennement, maintenant c'est la loi d'énergie de 2005, c'était à des moments où on parlait relativement peu des sujets énergétiques et climatiques. Dès la loi de 2005, ce sujet-là a été écrit dans la loi, et ça a été repris dans la loi Grenelle 2. Alors maintenant, comment dessiner 2050, ça c'est plus dur. D'abord que les prévisions déjà dans un an c'est un peu dur. Là, ça fait 40 ans, on a une bonne chance de passer à côté du sujet. Moi ce que je peux simplement dire, on n'a pas à ce stade en France fait le plan 2050. On y travaille y compris dans un cadre européen. Parce que ce qui est à peu près évident, vous parliez de l'Allemagne, c'est que la vision 2050 n'est pas la même en fonction des pays. Et il est important qu'on les confronte parce que s'il y a un pays qui fait, l'Allemagne dit que c'est 80%, mais imaginons un pays qui fait que du renouvelable, mais qui pourrait avoir besoin d'un pays voisin simplement pour équilibrer le réseau, qui sera nécessairement à ce moment-là
plus encore que maintenant un réseau européen, il faut qu'on en discute, à minima. Et donc ça, actuellement, la démarche a été engagée à Bruxelles. Le seul point sur lequel je veux inciter sur la division par 4, c'est que toutes les études menées à l'échelle internationale sur ces horizons de temps-là montrent une chose qui est claire, c'est qu'on a besoin de tout et d'appuyer sur toutes les touches du piano pour arriver à atteindre le facteur 4. La plupart des études insistent sur le fait qu'il y a à peu près 50% de l'effort à faire, c'est sur l'efficacité énergétique, qu'on mésestime souvent dans la pensée, donc c'est dans les voitures, dans les logements, etc. Et deuxième chose, qu'il faut travailler sur l'ensemble des sources d'énergie ou de production sans carbone, sans exclusive. Je rajoute sans exclusive parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des idéologues de telle ou telle énergie. On peut se le permettre tant qu'on est à ces niveaux-là d'effort. Quand il faudra aller vers le facteur 4, on en aura besoin de toutes. Et donc, dans les énergies sans carbone, il y a les énergies renouvelables, oui. Il faudra impérativement avoir des systèmes de captage et séquestration de carbone, et notamment appliqués à la production charbonnière, d'électricité, qui est une ressource qui est relativement pérenne, qui sera donc, quoi qu'on fasse, sans doute exploitée quelque part dans le monde. Donc il vaudrait mieux avoir une technologie pour traiter ça. Et puis, troisième point, le nucléaire. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Mais ça se déduit assez rapidement. Quand en France, on a prévu de faire le Grenelle, et on est largement engagé dedans. Si on fait le Grenelle en France, on a fait des études pour montrer exactement quelle était la tête de notre situation énergétique et de nos bilans carbone en 2020. La France, je rappelle, est en bonne position, 8 tonnes. Avec le Grenelle, tout le Grenelle, on arrive à baisser de 23%, c'est-à-dire qu'on arrive à 6 tonnes. Et il faut arriver à 2 tonnes. Quand vous regardez la tête des 6 tonnes par habitant, vous apercevez qu'à ce moment-là, l'essentiel du carbone provient des transports. C'est-à-dire, en gros, et l'essentiel du transport de nos véhicules. Donc, pas besoin de réfléchir très loin pour traiter la division par 4. Et sachant qu'on a un mix énergétique, lui, qui aura à ce moment-là, non seulement été nucléaire, on aura rajouté du renouvelable, donc la part carbone du mix énergétique, c'est voisin de zéro. Donc conclusion, l'industrie fera des progrès incrémentaux, mais pèsera peu dans ce bilan carbone. Ce qui pèsera très très lourd et qui fera qu'on résoudra ou qu'on ne résoudra pas la question, c'est les véhicules. Donc les véhicules sans carbone, je vais m'exprimer comme ça, sont l'enjeu massif, numéro 1. La France a engagé, notamment pour être prête pour ces échéances-là, une démarche volontariste sur les véhicules électriques, encourager aussi les véhicules hybrides, et c'est clair qu'il faut le faire maintenant pour pouvoir engager après 2020 la poursuite des efforts que l'on devra faire. La deuxième remarque renvoie à la question du stockage d'énergie, parce qu'il n'y a pas de solution miracle, il faudra avoir des mix, des variétés de solutions, que certaines énergies produisent de manière intermittente. C'est pas un reproche, mais c'est leur caractéristique, on en aura besoin aussi, que les pays choisiront pas nécessairement le même mix, et y compris pour de bonnes raisons, parce qu'ils n'auront pas les mêmes atouts. Il faut impérativement que la question du stockage, non seulement pas de l'énergie, mais de l'électricité essentiellement, soit un sujet traité. Alors, le stockage de l'électricité, c'est pas que de la science-fiction, il y a des choses qu'on sait faire, il y a l'hydraulique, il y a nos bâtiments. Quand on a des bâtiments plus étanches, c'est une source évidemment de lissage potentiel de nos consommations, au moins pour ce qui touche aux bâtiments. Il y a potentiellement les véhicules électriques, et on y revient, qui sont via leur batterie, si on les gère bien, évidemment, c'est là on renvoie à la question smart grid, on arrive aussi à les utiliser non seulement comme stockage, délocalisé, et puis il y a ce qu'on inventera et que je ne connais pas.